Depuis 20 ans, les OGM ne cessent de s'étendre sur la planète. Des organismes génétiquement modifiés. Des plantes en particulier, dont le matériel génétique a été transformé par des scientifiques pour essayer notamment d'améliorer leur rendement. Soja, maïs, coton, colza. Les OGM couvriraient désormais plus de 10% des terres cultivées dans le monde. Mais ils sont aussi l'objet d'une très forte contestation. On continue vers le nord et on reste groupés. On est là pour faucher, pour faire valoir le droit des citoyens à refuser les OGM. En Europe, l'opinion publique, dans sa grande majorité, ne veut pas de culture transgénique. Partout dans le monde, des citoyens s'inquiètent des risques des OGM. Non seulement pour la santé, mais aussi pour l'environnement et pour les agriculteurs. Ils dénoncent l'emprise des géants des semences et des pesticides, comme l'américain Monsanto. Monsanto, dégage! Le peuple aura ta peau! Le business, dégage! Le peuple aura ta peau! Catastrophe annoncée pour les uns, progrès majeur pour les autres, la polémique mondiale entre les anti et les pro-OGM a rendu le débat passionnel et parfois illisible, pollué par des arguments mensongers qui ne relèvent de la science qu'en apparence. Comment démêler le vrai du faux? Où se trouve la vérité sur les OGM? Small piece of dry ice. And let's see. C'est aux États-Unis que les premières plantes OGM ont été cultivées. L'une des deux grandes catégories, ce sont les plantes dites BT, conçues pour résister à des insectes ravageurs comme la pyrale ou la chrysomèle du maïs. Ah, here's one. La chrysomèle du maïs est souvent surnommée l'insecte qui valait $1 milliard. Et c'est une estimation basse des coûts, qui renvoie à la fois aux pertes dues à ces coléoptères et à l'argent dépensé pour essayer de protéger les cultures de maïs contre eux. Quand les chrysomèles sont nombreuses, elles peuvent pondre tellement d'œufs qu'un champ de maïs non protégé sera pratiquement détruit. Les larves se nourrissent des racines du maïs pour grandir. Voyons s'il y a des larves dans cette racine. Je vais la mettre sur le plateau. Ce qu'on peut remarquer sur cette racine, c'est qu'il y a beaucoup de poils radiculaires. C'est tout ce fin tissu ici. S'il y avait beaucoup de larves, elles auraient rongé tout ce tissu racinaire. Les racines qui ne sont pas protégées contre les chrysomèles du maïs sont dévorées, comme celle-ci. Cette racine n'était pas protégée, ni par un insecticide pour sol, ni par du maïs BT. Les plantes de maïs OGM ont été conçues en introduisant un gène issu d'une bactérie du sol appelée Bacillus thuringiensis. Le bacille de Thuringe, BT, est une bactérie qui sécrète plusieurs protéines insecticides. Pour créer une plante BT, les scientifiques réalisent une transgénèse. Ils prélèvent un gène sur la bactérie BT, puis introduisent le fragment d'ADN dans des cellules embryonnaires de la plante. Un transgène issu d'un autre organisme et qui produit une toxine que vont ingérer les insectes s'ils mangent la plante. La toxine dilate les pores du tube digestif de l'insecte. C'est ce qui tue les larves.
Cette toxine vise des récepteurs qui sont présents uniquement chez les insectes et qui sont absents chez l'homme. L'un des grands avantages du maïs BT, c'est qu'il ne supprime que les insectes ciblés. Alors que lorsque l'on pulvérise des insecticides dans un champ pour essayer d'éliminer les ravageurs, cela tue tous les insectes présents dans ce champ. L'autre avantage, c'est que les agriculteurs utilisent moins de pesticides. Le maïs BT coûte certes plus cher que le maïs classique, mais ces variétés de maïs BT ont des rendements beaucoup plus élevés. Donc, c'est une culture rentable. L'autre grande catégorie de plantes transgéniques, ce sont les plantes dites TH, tolérantes à un herbicide. Plus de 80% des OGM cultivés dans le monde aujourd'hui possèdent cette caractéristique, en particulier le soja. Grâce à l'insertion d'un gène microbien dans la plante, elle est capable de survivre à un herbicide total comme le glyphosate, la substance active du célèbre Roundup de Monsanto. Résultat, lorsqu'un agriculteur pulvérise du Roundup sur son champ, toutes les mauvaises herbes sont en principe détruites, mais pas les plantes transgéniques tolérantes au Roundup, dites Roundup Ready. 1996, c'était la première année. Quand le soja Roundup Ready est arrivé pour la première fois, on était en extase. Parce que je crois qu'aucun fermier dans ce pays n'avait jamais pensé « Ah, si seulement il existait un soja sur lequel je pourrais pulvériser du Roundup et qui tuerait tout sauf le soja ». Et soudain, il est apparu. Et grâce à lui, éliminer les mauvaises herbes est devenu si facile. Résultat, il y a eu une adoption quasi totale des cultures OGM. Jamais dans toute l'histoire des États-Unis et de l'agriculture, aucune technologie n'a rencontré une adhésion aussi rapide et aussi complète. L'avantage, ce n'était pas la hausse des rendements, mais la plus grande simplicité. Ça permettait de cultiver davantage de surface. Donc on n'était pas obligé de produire autant par hectare. On pouvait juste cultiver plus d'hectares et gagner moins par hectare. Ça a donc entraîné cette révolution qui avait pour mot d'ordre « il faut s'agrandir, il faut cultiver plus d'hectares ». C'est notre ferme de ce côté. Elle fait environ 1200 hectares. Ce n'est pas une énorme exploitation. Le gars qui exploite la ferme voisine de la nôtre cultive 3200 hectares. C'est pourquoi, vous voyez, on peut rouler des kilomètres sans voir de maison. Avant, il y avait 6 maisons avec des familles. Ça, c'était quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ils sont partis. Les maisons tombent en ruine. Cette maison, elle est abandonnée. Comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de circulation. Aux États-Unis, les OGM représentent aujourd'hui environ 90% des cultures de soja, de maïs et de coton. En Argentine, c'est presque 100%. Les producteurs argentins ont massivement adopté la technologie OGM. En particulier, le soja transgénique, cultivé et récolté sur d'immenses exploitations. Le soja a connu un boom. D'abord parce que, comparé aux autres cultures, il est plus facile à gérer sur le plan de l'utilisation des herbicides, des fongicides, etc. Et aussi parce qu'on a bénéficié de bons prix sur les marchés internationaux, qui font que la culture est rentable. On a dédié beaucoup de champs à la culture du soja. Leur taille est impressionnante. Mais pour notre filière de production, on recherche ce type de superficie. De grandes surfaces qui nous permettent de diluer les coûts. Depuis l'introduction des OGM en 1996, les surfaces de soja ont triplé en Argentine. Près de 20 millions d'hectares au total aujourd'hui. La monoculture intensive du soja a fait reculer les autres cultures et les forêts. Les paysages mythiques de la Pampa, parsemés de vaches en liberté, laissent place à des feedlots, des parcs d'engraissement intensif.
Pour leurs défenseurs, les OGM sont un outil indispensable pour répondre aux besoins alimentaires d'une population mondiale en forte croissance, qui devrait passer de 7 à 9 milliards de personnes en 2050. C'est l'argument classique des fabricants d'OGM, comme le numéro 1 mondial Monsanto, qui affiche un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars et 20 000 employés dans une soixantaine de pays. Ce type de culture permet d'obtenir un gain de rendement par unité de surface. C'est le moyen de nourrir le monde de demain. Les nouvelles technologies que nous lançons ces temps-ci apportent une augmentation du rendement moyen comprise entre 7 et 10% pour le soja, ce qui, extrapolé au pays entier, est considérable. Nous avons constaté cette année des rendements de soja de 8000 kg par hectare. C'est énorme. Et ce qui a beaucoup aidé ce pays, l'Argentine, à sortir de la crise, c'est la production agricole. De fait, nous sommes un des principaux exportateurs, pas seulement de graines de soja, mais surtout d'huile et de farine. C'est la plus grande source de devises du pays. Beaucoup de pays, en orange sur la carte, importent des OGM, y compris l'Europe, pour l'alimentation des animaux d'élevage. Et 28 pays, en vert, cultivent des OGM. Mais sur les 180 millions d'hectares cultivés en 2014, 85% sont concentrés sur le continent américain et 40% aux États-Unis, les premiers producteurs d'OGM de la planète. Dans les champs américains, les cultures transgéniques sont aujourd'hui devenues la norme. Et dans les laboratoires, de nouvelles plantes sont à l'essai, comme des pommes de terre génétiquement modifiées pour résister à des maladies telles que le mildiou ou le virus Y de la pomme de terre. Nous sommes ici dans le laboratoire de culture cellulaire, où Swati, une de mes doctorantes, est en train de fabriquer une pomme de terre génétiquement modifiée. C'est très simple en fait. Ce qu'on fait, nous prenons ces plantes et nous les coupons en petits morceaux, les feuilles et les tiges. Et ensuite, ces éléments peuvent être utilisés pour le processus de transfert génétique, c'est-à-dire le processus de transformation. Dans une autre pièce du laboratoire, nous avons cultivé la bactérie porteuse du gène, qui a été insérée dans le plasmide de cette bactérie. Et donc nous créons une blessure des deux côtés de la feuille pour que la bactérie puisse infecter la cellule. Le processus d'infection va alors favoriser le transfert d'un petit fragment d'ADN, celui que nous avions inséré dans la bactérie. Et lorsque le processus de transformation fonctionne, nous voyons quelques pousses se régénérer. Si l'on parvient à introduire dans la pomme de terre des gènes de résistance contre le mildiou, par exemple, cela permet de réduire de manière significative la quantité de fongicides qui est déversée sur les pommes de terre. Disposer de plantes génétiquement résistantes est donc meilleur pour l'environnement. Nous savons que beaucoup de personnes ont des inquiétudes à propos de cette technologie, sur l'innocuité de ces cultures. Mais nous vivons dans un monde où on ne peut jamais garantir un risque zéro. Donc il faut vraiment dépasser cela et faire accepter cette technologie. Les inquiétudes sur les dangers potentiels des biotechnologies sont anciennes. Elles sont apparues dès les premiers OGM. Non pas des plantes, mais des bactéries. C'est le biochimiste américain Paul Berg, de l'université Stanford, qui a réalisé en 1972 la première tentative de transgénèse. Une recombinaison de molécules d'ADN dans le génome de la bactérie Escherichia coli. Face au risque posé par ces nouvelles techniques de manipulation du vivant, qu'on appelle génie génétique, Paul Berg a organisé en 1975 une conférence à Asilomar, en Californie, qui a réuni une centaine de biologistes du monde entier. Beaucoup de scientifiques, y compris ceux qui étaient en train de fabriquer des OGM, étaient très inquiets.
Ils s'inquiétaient de ce qui arriverait si des personnes étaient contaminées par ces bactéries, mais aussi si ces bactéries étaient disséminées dans l'environnement. C'est pour cela qu'ils ont déclaré « Nous prenons la responsabilité de ce qui se passe dans nos laboratoires et nous laissons à d'autres scientifiques plus tard d'assumer cette responsabilité en cas de libération dans l'environnement. » Mais il n'y a jamais eu de conférence d'Asilomar pour les libérations dans l'environnement. Il n'y a jamais eu d'évaluation de ce qui pourrait arriver. La controverse sur les OGM va démarrer vraiment dans les années 90, quand tout d'un coup commencent à arriver des plantes transgéniques pour la consommation en France, des plantes transgéniques en provenance des USA, et que Greenpeace lance une grande campagne. Il y a eu un article de Libération qui a vraiment mis le feu aux poudres. C'était « Alerte au soja fou ». Un bateau chargé de soja transgénique arrivait en Europe. Sur la photo, on voyait des gars de Greenpeace avec des blouses blanches et le X de X-Files, qui était à l'époque la série que tout le monde regardait, qui traitait beaucoup de la théorie du complot. Et pourquoi soja fou? Parce qu'on est en pleine période de la vache folle. Avec la vache folle, on a vu que c'était le système agricole qui prenait des risques inconsidérés. Et donc, les gens ont comme perdu confiance dans les institutions pour les protéger dans ce qu'ils mangent et dans la manière dont on gère leur santé. Et du coup, les OGM arrivent à ce moment-là. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette conjonction, il n'y aurait probablement pas eu de débat aussi fort que ce qu'il y a eu. Alors que le débat devient passionnel en Europe, des doutes apparaissent aux États-Unis, au cœur même de la nation OGM. Car les insectes censés être éliminés par les plantes transgéniques BT ne se comportent pas exactement comme prévu. Depuis quelques années, ils commencent à devenir résistants à la toxine produite par la plante. La résistance de la chrysomèle du maïs à la toxine BT est aujourd'hui avérée dans plusieurs États. Cela a commencé dans l'Iowa en 2011 et elle a été constatée dans ce champ il y a 2 ans. Selon moi, la raison principale pour laquelle la résistance s'est développée s'explique par la façon dont le produit a été utilisé. C'était un produit tellement merveilleux que les cultivateurs l'ont utilisé année après année. Donc, le BT a été surutilisé, ce qui a donné naissance à une population d'insectes résistants. À l'époque où le maïs BT a été commercialisé, on s'attendait à pouvoir contrôler ces insectes sans déverser dans l'environnement d'énormes quantités d'insecticides à large spectre d'action. Ce qui est ironique aujourd'hui, c'est que, comme on est confronté à des chrysomèles qui résistent au BT, on pulvérise des insecticides, dans certains cas, sur du maïs BT transgénique, ce qui est une stratégie terrible. Aujourd'hui, il n'y a pas que les cultivateurs de plantes BT qui sont inquiets, mais aussi ceux qui cultivent des plantes TH, tolérantes à un herbicide, comme le glyphosate, le Roundup de Monsanto. Car les mauvaises herbes développent elles aussi une résistance, non pas à la plante transgénique cette fois, mais à l'herbicide qui lui est associé. Les super mauvaises herbes, comme on les appelle, sont désormais très répandues dans les champs américains. Encore plus que les super insectes. On peut voir ici des zones en vert plus clair. C'est de l'amarante. C'est ce qui nous pose le plus de problèmes dans ce champ. Et on n'est pas les seuls concernés, ça touche tout le monde. On peut voir à quels endroits l'herbicide a été pulvérisé quand elle était plus jeune. Et le vert qui revient. Sur l'Ipuris, on peut voir aussi là où la plante a été touchée. Mais ça n'a pas suffi à la tuer. On dit qu'on l'a juste mise en colère. Et chaque année, ça ne fait qu'empirer. Mère Nature s'adapte à ce qui essaie de l'éliminer, je suppose.
C'est ce qu'on appelle le darwinisme. Selon cette théorie, favoriser la sélection au sein d'une espèce va amener cette dernière à opérer des changements pour s'adapter à cette pression et y survivre. C'est un processus simple. On supprime une grande partie des descendants, sauf ceux qui parviennent à résister à cette pression. Ces survivants vont alors donner le jour à une nouvelle génération mieux adaptée, et ainsi de suite. Peut-on dire que les OGM ont accentué le phénomène de résistance aux herbicides? Je pense que oui. Parce qu'avec l'arrivée de plantes tolérantes à un herbicide, il est devenu possible d'en épandre beaucoup plus, et en toute saison. La sélection des mauvaises herbes s'est donc étendue sur l'année entière, et cela pendant plusieurs années. L'utilisation d'un seul herbicide a donc été un facteur très important. In the late 90s, when Roundup Ready soy was offered, the rate of application of glyphosate per acre was 8 ounces. Today, people 8 ounces per acre, which is a small amount. Yeah. And today, it could very easily be quadruple, asking people to put on quadruple to hope that they can kill these resistant weeds. So, you know, and then the other way we fight it, if you're going to fight it with technology, is certainly the industry's done pretty well on it, because they say you don't just use one mode of action to kill this now. You need 2 or 3 modes of action out there on that soil to kill this plant now. Because if one doesn't do it, you need to get them with another. Meaning atrazine, 2,4-D. Right. It could be atrazine, it could be 2,4-D, it could be other modes of action. And it's not really a problem for them. No, it's a business opportunity. It's sales opportunity, yeah, exactly. Of course. So you sell more chemicals, so you get farmers to put more on, and so then they'll never say, sorry, we were wrong. We're going to move out, and good luck, guys. Yeah. You know, for a long time, for about 50 years, the industry was moving forwards, always coming up with a new chemical that was a little bit better, less toxic in the environment, more selective, and all that. But they stopped worrying about that. And now what they're doing is going back to the chemicals from the 40s and 50s that we know are really bad. Contrairement aux promesses de départ, l'utilisation d'herbicides n'a pas diminué avec les OGM. Au contraire. En Argentine, où ils sont pulvérisés en partie par avion sur des champs parfois très proches des habitations, cela suscite de sérieuses inquiétudes pour la santé humaine. Ici, selon les statistiques officielles, la superficie cultivée a augmenté de 50% depuis 20 ans. Le volume de produits phytosanitaires vendus, lui, de 858%. Depuis 2010, un professeur de médecine coordonne une vaste étude épidémiologique menée par ses étudiants de dernière année dans les grandes provinces de culture OGM. Notre étude de relevé épidémiologique englobe à ce jour 21 localités dans les provinces de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba et Buenos Aires. Cela représente au total entre 115 et 120 000 personnes concernées par notre enquête. Et nous avons commencé à trouver une série de données qui nous a alertés. La moyenne des nouveaux cas de cancer qui sont apparus est de 368,2 pour 100 000 habitants. C'est 1,8 fois plus que les cas de cancer au niveau national. D'autre part, nous avons ici les causes de mortalité et nous constatons que dans la majorité des localités, le cancer est devenu la principale cause de décès, alors que dans notre pays, les principales causes de mortalité sont les accidents de la route et les maladies cardiovasculaires. Nous avons aussi trouvé davantage de cas de malformations congénitales, des enfants atteints d'une maladie appelée la sirénomélie. C'est un syndrome causé par un défaut d'expression des gènes COX et COX2 qui empêche le développement complet des membres inférieurs. Et quand on étudie la chronologie, c'est-à-dire la date de grossesse des mères de ces enfants et les étapes de gestation,
Il se trouve que les 3 premiers mois de développement de l'embryon coïncident avec la période de pic d'utilisation d'agrotoxiques pour préparer les champs de culture transgénique. En néonatologie, qui est mon domaine de spécialité, il y a des périodes de l'année où le service de soins intensifs est bondé. 90 à 100% des patients sont des enfants présentant des malformations. Ce n'était pas le cas avant en Argentine. Les femmes font des fausses couches spontanées, surtout en période de fumigation. Ce taux est 3 fois plus élevé que la moyenne. Il est clair que ce problème est apparu et s'est développé après l'arrivée du soja transgénique et de son paquet agrochimique. L'Argentine compte entre 12 et 14 millions de personnes fumigées qui vivent dans des lieux exposés aux produits agrochimiques. Cela représente un quart de la population. Il y a une flotte de 1100 avions qui représente la force aérienne du soja. Les fumigations aériennes contaminent l'eau, l'air. Nous avons pu détecter que quand il pleut et que nous recueillons l'eau de pluie, celle-ci contient un taux élevé de glyphosate. Nous exigeons que ces fumigations aériennes soient interdites. Selon nous, c'est une pratique criminelle. En 2012, un pilote d'avion et un producteur de soja transgénique sont condamnés par la justice pour avoir contaminé un quartier de Cordoba, la 2e ville d'Argentine. Verdict, 3 ans de prison avec sursis. C'est une première en Amérique latine, grâce à la mobilisation déterminée de mères de famille du quartier, en particulier de Sofia Gatica, qui a reçu pour cela le prix Goldman de l'environnement. Tout a commencé dans le quartier de Ituzaingó Anexo, en 2001. J'ai enquêté dans le quartier parce que ma fille était décédée d'une malformation du rein et qu'un de mes fils ne pouvait plus marcher après les fumigations. Je suis allée de maison en maison et je me suis rendu compte que dans ma rue, 6 mères avaient perdu leur enfant à la naissance. D'autres étaient atteints de leucémie et quasiment tous ceux que j'ai recensés avaient un cancer. On a alors décidé de faire pression sur le gouvernement pour obtenir des réponses. Et le quartier a été déclaré inhabitable en 2005. Le principal problème auquel est confrontée l'Argentine, ce n'est pas l'agrochimie, c'est l'organisme génétiquement modifié, la plante transgénique, parce qu'elle est accompagnée de glyphosate et de tous les agrotoxiques. Ce sont les pesticides qui tuent, pas l'OGM en lui-même. Mais avec l'apparition de plantes transgéniques résistantes, leur utilisation est devenue encore plus massive, généralisée tout au long de l'année. En septembre 2013, malgré des menaces de mort et plusieurs agressions, Sofia Gatica a rejoint le combat d'habitants de Malvinas, une petite ville près de Cordoba, qui bloque le chantier de construction d'une énorme usine Monsanto, annoncée comme sa plus grande usine de semences transgéniques en Amérique latine. Compañeros, pedimos que nos acompañen a esta lucha, que es una lucha de todos los argentinos. Te lo digo, te lo canto, ¡fuera Monsanto! 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 Sofía,
Nous avons entendu qu'il y a certaines inquiétudes à propos du risque. En réalité, les risques sont inexistants. Toutes les agences des pays où le produit a été autorisé ont confirmé que ces autorisations sont légitimes et ont fait des analyses qui concluent que le risque est pratiquement nul. C'est très difficile de trouver des études sur le glyphosate qui démontrent un quelconque niveau de toxicité ou de cancérogénicité. C'est pourtant le cas, le 20 mars 2015. Lorsque le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence de référence de l'OMS, publie une évaluation scientifique de 5 pesticides, dont le glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde. Le résumé est publié dans la prestigieuse revue Lancet Oncology, en attendant la publication de la monographie qui regroupe l'ensemble des études scientifiques passées en revue. Le processus d'évaluation dure environ 1 an. Nous avons réuni 17 experts de 11 pays et environ 400 études seront citées dans la monographie finale. Nous avons 4 niveaux de classification. Le groupe 1 inclut par exemple la fumée de cigarette ou l'amiante, des agents pour lesquels nous sommes certains, d'après les études réalisées sur l'homme, qu'ils causent le cancer. Le groupe 2A est le niveau juste en dessous. La question posée est très précise. Est-ce que l'agent cause le cancer? Dans le cas présent, notre groupe de travail a conclu que le glyphosate est un cancérogène probable pour l'homme. Nous ne savons pas sur quelles études ils se sont basés, parce que la monographie du Centre international de recherche sur le cancer n'a pas encore été publiée. D'autres agences, comme l'Institut allemand d'évaluation des risques, qui a passé en revue plus de 55 études pendant 5 ans, ont conclu au contraire qu'il n'y a pas de lien entre le glyphosate et le cancer. L'étude de l'Institut allemand est une évaluation différente de la nôtre, et la procédure suivie n'est pas la même. Il y a plusieurs différences. Par exemple, nos groupes de travail sont constitués d'experts qui sont clairement indépendants. Nous n'acceptons pas de personnes employées par une entreprise qui fabrique des substances concernées par notre évaluation scientifique. Ces personnes peuvent participer à l'évaluation à titre d'observateurs, mais elles ne peuvent pas voter et elles ne soumettent pas de propositions à notre groupe de travail. Elles ont un rôle non interventionniste. Et ce n'est pas tout à fait la procédure suivie par le gouvernement allemand. Cela a vraiment eu un impact énorme. C'était un cas inhabituel parce qu'il s'agit d'une entreprise particulière qui vraiment a souvent défrayé la chronique et qui nous a contactés, etc. Vous voulez dire qu'il y a des pressions? Il peut y avoir des pressions pour faire des modifications. Excusez-moi. Mais nous n'allons pas modifier nos conclusions à cause de ces pressions. It's a plane coming, about to spray us. L'augmentation de l'utilisation de pesticides, liée au phénomène de résistance, suscite de sérieuses inquiétudes pour la santé humaine. Et il y a un autre phénomène qui inquiète tout autant, pour la biodiversité cette fois, le risque de contamination des cultures traditionnelles voisines des OGM. Il a été longtemps nié par les fabricants, jusqu'à ce que des chercheurs révèlent le contraire au Mexique. Je suis originaire du Mexique. J'ai grandi là-bas et j'y ai travaillé de nombreuses années avec des communautés indigènes dans le sud du pays. Et nous avons découvert, presque par accident, sans vraiment s'y attendre, qu'il y avait des traces d'ADN transgénique dans du maïs cultivé dans la région d'Oaxaca. Il y avait eu une contamination croisée, ce qu'on appelle une introgression de l'ADN des maïs transgéniques dans les plantes locales. Nos résultats ont été publiés dans la revue Nature.
Cela a provoqué immédiatement une énorme controverse et un vrai casse-tête pour l'industrie. Monsanto affirmait qu'une distance de 1,50 m était suffisante pour empêcher une pollinisation croisée entre un plant de maïs ici et un plant de maïs là. Et je pense que personne ne peut croire à cela. Cette partie en haut s'appelle la panicule. C'est là où les fleurs mâles sont produites. Ce pollen est transporté par le vent et il se dépose sur les soies. Un grain de pollen va se fixer sur une soie, puis il va descendre jusqu'à atteindre l'ovaire de la fleur femelle qu'il va fertiliser. Donc, chacun de ces grains porte vraiment le matériel génétique issu à la fois du père, la fleur mâle, et de la mère. Monsanto avait affirmé à l'origine qu'il maîtrisait le problème. Mais notre étude a tout simplement démontré que c'était faux, qu'on ne peut pas vraiment contrôler des éléments véhiculés par le vent. Et la situation est devenue très compliquée pour moi parce qu'une campagne de dénigrement a été aussitôt lancée contre moi. J'ai failli perdre mon travail. J'ai dû me battre pendant environ 8 ans, car beaucoup de personnes essayaient de convaincre mon université qu'il fallait me renvoyer pour avoir fait ces recherches. J'ai parfois été confronté à des méthodes de gangsters, vous savez. On vous envoie des menaces, on vous parle de vos enfants, on vous dit qu'on sait où ils vont à l'école, etc. Ce genre de menaces. Heureusement, nos résultats ont été confirmés par d'autres chercheurs ensuite, à plusieurs reprises. Dans le cas du maïs, on s'aperçoit que le pollen de maïs a des distances de dissémination pour 95% dans moins de 100 mètres, mais il reste 5% qui passent dans l'atmosphère et ce pollen viable est capable de féconder à 2 ou 3 km du maïs non OGM. En fait, le pollen monte dans l'atmosphère. Ce sont des températures fraîches, il y a de l'humidité, le pollen reste viable et il est capable d'aller polliniser du maïs à plusieurs kilomètres de distance. Ce phénomène de contamination présente un risque majeur pour la diversité des ressources génétiques, surtout pour un pays comme le Mexique, la terre d'origine et de diversification du maïs. Résultat, en septembre 2013, après plusieurs années de bataille juridique, le tribunal de Mexico interdit l'importation et la culture de maïs transgénique dans le pays. Mais Monsanto fera appel du jugement à plusieurs reprises et l'interdiction sera finalement levée en 2015. Si le phénomène de contamination pose problème, c'est aussi, et peut-être surtout, parce que les OGM ne sont pas des plantes comme les autres. Les semences sont brevetées, protégées par des droits de propriété intellectuelle, qui obligent les fermiers à les racheter chaque année. Alors que jusqu'à présent, ils avaient l'habitude de sélectionner et de ressemer des graines de l'année précédente qui ne leur coûtaient donc rien. J'ai commencé à perdre mes illusions quand j'ai vu le brevet qui était détenu sur les semences. Ce que le brevet a fait, c'était de dire « Vous ne pouvez plus conserver et utiliser les graines après la récolte, vous devez vous adresser au détenteur du brevet pour obtenir vos semences. » Je crois que ce qui a le plus choqué les cultivateurs américains comme mon père, c'était ça. Qui a déjà acheté quelque chose, puis appris que ça ne lui appartenait pas? Comme il disait, c'est ma terre et c'est mon labeur, mais ce que je fais pousser dans mes champs ne m'appartient pas. Et devoir retourner vers le détenteur du brevet, concrètement, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis être une vache à lait. Autoriser un brevet sur une forme de vie, ça donne quasiment un monopole au détenteur du brevet. Et ça élimine la concurrence sur le marché.
Et ce que nous avons constaté depuis le début, depuis les premiers produits Roundup Ready, c'est que la technologie est passée de 6 $ l'unité, comme ils disent, pour aller beaucoup plus haut, environ 20 $ aujourd'hui. Ça a bouleversé les règles du jeu. Le contrôle a été remis entre les mains de quelques entreprises. Je crois que Monsanto détient environ 95% de tous les brevets. Et j'ai vu comment Monsanto a voulu faire valoir ses droits de propriété intellectuelle. Ils ont envoyé des enquêteurs privés et ont poursuivi en justice leurs propres clients, les fermiers, qui conservaient leurs semences. Ils ont poursuivi beaucoup de fermiers. En juin 2000, Monsanto va encore plus loin. La firme attaque en justice l'agriculteur canadien Percy Schmeiser, dont les graines de colza conventionnelles ont été contaminées par du colza Roundup Ready. Elle l'accuse d'avoir enfreint la loi sur les brevets en ayant ressemé ces graines sans licence ni paiement de royalties. Percy Schmeiser and Schmeiser Enterprises Limited versus Monsanto Canada Inc. et al. Les juges canadiens finissent par donner raison à Monsanto. Percy Schmeiser est déclaré coupable de contrefaçon et abandonne la culture du colza. Imaginons, vous vivez dans une ville et vous voulez peindre votre maison en violet. Mais il y a beaucoup de vent et votre peinture éclabousse les maisons voisines. Eh bien, vous pouvez poursuivre en justice vos voisins parce que votre peinture s'est retrouvée sur leur maison. C'est comme ça que les règles ont été établies pour Monsanto. Il y a là, pour moi, un scandale, si vous voulez, juridique. Je ne vois pas en quoi le fait qu'un gène soit breveté et provienne de la plante d'à côté me dépossède de la semence que je prélève sur mes propres plantes. Donc, le brevet est quelque chose d'extraordinairement dangereux pour la diversité des plantes cultivées. Parce que si ces entreprises arrivent à posséder quasiment toute la nourriture des humains, il n'y aura plus de diversité des plantes cultivées, extrêmement peu, disons, juste les quelques génotypes que cultivent les entreprises de semences. Or ça, c'est vraiment très dangereux. Il suffira qu'une maladie se développe sur certains de ces génotypes pour créer d'immenses catastrophes agronomiques mondiales, des famines massives au niveau mondial. Je veux dire, on peut discuter de savoir si c'est très grave qu'il y ait des rhinocéros ou pas, mais de la diversité dans les plantes cultivées, c'est absolument essentiel pour la survie de l'espèce humaine. En Afrique, la question de l'introduction des OGM et des semences brevetées devient très sensible. Seuls 3 États, en particulier l'Afrique du Sud, cultivent aujourd'hui des plantes transgéniques. Mais de plus en plus de pays mènent des essais, comme ici au Ghana. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, certains s'y opposent farouchement. Ils ont créé une ONG avec un nom en forme de manifeste, Food Sovereignty Ghana, la souveraineté alimentaire au Ghana. Ces militants ont lancé une action judiciaire contre le gouvernement pour tenter d'empêcher la commercialisation annoncée de cultures transgéniques de riz et de niébé, le haricot traditionnel. Le 5 février 2015, quand Food Sovereignty Ghana est allé au tribunal, l'autorité nationale de biosécurité n'avait pas été mise en place. Cela signifie qu'ils n'avaient pas respecté la loi, car la loi stipule qu'il faut mettre en place une autorité nationale de biosécurité pour superviser toutes les questions de biosécurité au Ghana. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris des décisions sans consulter les citoyens. Nous affirmons donc que toutes leurs actions ont été illégales. Ouvrir la porte aux OGM rendrait esclaves les populations africaines. C'est une forme de néocolonialisme. Il ne faut pas jouer avec le moyen de subsistance des fermiers en signant des contrats qui cèdent leurs droits à des organisations tournées vers le profit, qui vont breveter les semences. Certaines des semences qui seront brevetées sont originaires du Ghana. La terre d'origine du niébé, c'est le Ghana. Et pour nous, c'est totalement inacceptable.
Nous voulons que le gouvernement adopte une toute autre politique que l'introduction des cultures transgéniques au Ghana, parce qu'il y a du gaspillage alimentaire dans notre pays. Nous produisons plus de nourriture que nécessaire. Mais le problème, c'est l'accès au marché et les pertes après récolte. Donc, si nous avons plus de routes entre les fermes et les marchés, si nous avons plus d'entrepôts de stockage, il n'y aura pas de problème de sécurité alimentaire. Mais en octobre 2015, la requête contre les OGM est rejetée. Le juge estime que les accusés, donc le gouvernement, souffriraient d'énormes pertes et que cela porterait sans doute préjudice à l'investissement et au soutien des bailleurs de fonds. Au bord du golfe de Guinée, comme ailleurs en Afrique, les défenseurs des OGM maintiennent qu'ils sont un outil indispensable pour assurer la sécurité alimentaire du continent. Non seulement pour améliorer la productivité de l'agriculture et nourrir une population en forte croissance qui devrait doubler d'ici 2050, mais aussi pour faire face aux effets du changement climatique qui affecte particulièrement l'Afrique subsaharienne. Des expérimentations sont ainsi menées sur du maïs tolérant à la sécheresse ou du riz résistant aux inondations. Ce sont des caractéristiques complexes d'un point de vue génétique. Résultat, dans ce domaine, la technologie des OGM est aujourd'hui beaucoup moins efficace que les méthodes de sélection conventionnelles. Mais de nombreux essais sont en cours en Afrique, financés par des fondations comme celle de Bill et Melinda Gates ou par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Les Américains semblent très actifs pour promouvoir leur industrie des biotechnologies agricoles auprès des dirigeants africains. La politique étrangère des États-Unis a lié les OGM à leurs actions. Pour pouvoir bénéficier de certaines aides, il faut accepter les OGM. Ils utilisent parfois de jolies formules comme graines hybrides ou semences permettant d'accroître le rendement, mais tout cela désigne exactement la même chose. Le but des OGM n'est pas d'améliorer la sécurité alimentaire, mais de promouvoir leur business. Et ce sont les mêmes entreprises qui font pression sur les gouvernements pour qu'ils modifient leurs lois sur les semences, afin que ces entreprises puissent les contrôler, qu'elles soient autorisées à pénétrer le marché national et à vendre ces semences. Au nord du Ghana, au Burkina Faso, le gouvernement a autorisé en 2008 la commercialisation d'un OGM, le coton transgénique BT. Monsanto a signé un contrat avec la première société cotonnière du pays, la Sofitex, et voudrait en faire un modèle pour convaincre les autres pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. En 2015, le Burkina Faso a produit plus de 700 000 tonnes de coton, transgénique à 70%, et s'affiche comme le premier producteur du continent africain. Cette année, on a produit environ 567 000 tonnes. Donc vous voyez bien que, effectivement, on produit 80% de la production du coton du Burkina. Alors vous voyez, ça c'est un des hangars de stockage. Le coton doit faire 50 à 60% des recettes d'exploitation du Burkina. C'est l'or blanc du Burkina. Durant la campagne 96-97, on a eu un problème terrible au Burkina Faso ici, un peu aussi en Côte d'Ivoire et au Mali. C'était une perte de sensibilité des ravageurs, dont des insectes, aux insecticides qu'on utilisait. Ceci a amené les producteurs qui habituellement faisaient 5-6 traitements à quelquefois traiter 12 ou 18 fois pour un résultat incertain. C'est un problème terrible et c'est dans la recherche de la solution que on a eu des contacts avec Monsanto. Là, il s'agit en fait du ravageur principal du cotonnier, qui sont des papillons.
Les larves sont bien contrôlées par les toxines qui sont contenues dans le coton transgénique qui est utilisé au Burkina Faso. Et donc, le travail est moins pénible parce qu'il y a une réduction du nombre de traitements de 6 à 2. Donc, une réduction de 2 tiers du nombre de traitements avec une augmentation du rendement d'environ 30% en moyenne que nous avons observé donc lors de nos expérimentations qui ont duré pendant 6 ans, de 2003 à 2009. Et cela procure donc un meilleur revenu aux producteurs et un mieux-être. Dans les régions cotonnières du Burkina Faso, beaucoup de producteurs ont été enthousiasmés par l'arrivée du coton BT, qui leur a permis de diminuer les traitements phytosanitaires et de libérer du temps pour d'autres activités. Les plus favorables sont ceux qui bénéficient de surfaces et de récoltes suffisamment grandes pour amortir le surcoût des semences brevetées. Environ 40 € par hectare, contre 1,50 € pour le coton conventionnel. Moi, je cultive le nouveau coton, le coton BT. J'ai d'autres champs, mais celui-ci fait 10 hectares. Traiter seulement 2 fois, ça nous arrange, parce que le traitement est pénible. Avant, quand on traitait, ça nous rendait souvent malades à cause des nombreuses émanations d'insecticides. Il faut aussi dire que le nouveau coton a un peu augmenté nos revenus. Quand on cultive, il produit beaucoup. Sur 1 hectare, si on met du fumier, on peut obtenir 2 tonnes. Alors qu'avant, avec l'ancien coton, malgré tous les soins, on n'obtenait qu'1,5 tonne. Comme il y a eu beaucoup d'évolutions et que j'ai eu de l'argent, j'ai pu acheter ce tracteur.